Dans ce contexte de tension, la clinique mutualiste s'est vue réorganiser son bloc opératoire rapidement. La clinique mutualiste est une structure du pavillon de la mutualité, premier groupe d'offres de soins mutualistes en Aquitaine, qui appartient au groupe Vive 3. Il s'agit d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif qui possède donc 200 lits, un service d'accueil d'urgence, 11 salles de bloc opératoire dont 2 endoscopies. En regard de la situation de crise inhérente au Covid-19, aux directives données par l'ARS qui nous demandent d'absorber en mission première les urgences du CHU pour libérer des places, mais aussi des alertes émises par nos confrères dans les autres régions, nous nous sommes mobilisés très rapidement en créant 2 blocs opératoires bien distincts afin de faire face à un potentiel afflux massif de patients. Donc de façon chronologique, le 13 mars, c'est lors de la cellule de crise que nous mesurons l'ampleur et grâce aux expériences de chacun, 2 circuits ont été rapidement identifiés. Simultanément, une partie du programme opératoire est annulée selon des critères médicaux définis par un consensus chirurgical et anesthésique. Le week-end du 14-15 mars, la direction, le corps médical et l'encadrement réfléchissent à un plan d'action, notamment en matière de programmation opératoire. Et donc le lundi 16 mars, toutes les interventions hors urgence sont annulées. Nous organisons un planning avec le personnel pour permettre une activité sur 3 salles de bloc opératoire et une salle d'endoscopie. Dans la journée, un travail sur les circuits sur plan vierge est fait avec la directrice des soins, la responsable qualité gestion des risques, le pharmacien hygiéniste, la responsable des flux, l'encadrement de l'unité de soins continus, l'encadrement du bloc opératoire, les anesthésistes, un infirmier anesthésiste et le GPO qui est une IBOD chargée de la gestion du matériel chirurgical péropératoire. Après cela, chacun s'est mis à l'action et transmettait ces dernières à l'encadrement afin de centraliser au mieux. Concernant la communication, une réunion cadre est organisée tous les jours par la directrice des soins pour échanger, donner les orientations stratégiques et les informations utiles. Bien entendu, la cellule qualité et l'hygiène nous appuie et nous accompagne dans la démarche quotidiennement. Concernant l'opérationnel, un briefing est organisé tous les matins auprès des soignants, ainsi qu'un mail récapitulatif est envoyé le soir pour diffuser un maximum d'informations. Ce que nous avons mis en place, nous avons créé donc 2 blocs opératoires. Un premier bloc opératoire Covid positif avec une SSPI et une unité de soins continus réanimation réaménagée. Et un bloc opératoire avec un Covid négatif avec une SSPI, unité de soins continus délocalisée en ambulatoire. Les 2 zones sont séparées par des cloisons étanches dans la mesure du possible, dont leur pérennité est bien mise à mal à cause des pressions positives. Des zones d'habillage et de déshabillage ont été identifiées. Des zones de stockage ont été créées en condamnant des salles de bloc opératoire et un sas de transfert est dédié au passage du matériel d'une zone à l'autre avec un téléphone mis à disposition. Comme nous l'avons déjà abordé, la priorisation des urgences est définie par les chirurgiens et les anesthésistes. En revanche, certaines astreintes sont doublées pour sécuriser le contexte, notamment côté USC réanimation Covid positif. L'intervention du premier patient Covid nous a amené à modifier certaines organisations et surtout à rectifier certains oublis. Tout comme la saturation de la SSPI qui s'est présentée très rapidement côté Covid négatif nous a amené à revoir l'organisation préopératoire proposée par un anesthésiste. Les ateliers habillage et déshabillage des soignants avec l'appui de l'hygiène ont lieu tous les jours et nous répétons, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent, donc il faut s'entraîner. Ce que nous avons comme atout, en tenant compte bien sûr que nous ne sommes pas un établissement de première ligne et que nous avons été une région épargnée au départ, nous avons pu nous préparer grâce à un personnel soignant volontaire, impliqué et force de proposition. Beaucoup ont appelé pour décaler leur repos et se rendre disponibles. Par ailleurs, la communication initialement difficile dans un bloc opératoire doit être décuplée. Et c'est en ce sens que nous avons tenté de communiquer davantage, que ce soit avec la directrice des soins, la responsable qualité, l'hygiéniste, mais également sur le terrain, comme nous l'avons déjà expliqué auparavant. Enfin, l'expérience des uns et des autres a largement contribué à la faisabilité, notamment un anesthésiste ancien militaire aguerri à ce genre de situation, mais aussi à d'autres ressources précieuses et constructives. Tandis que d'autres se sont inspirés de l'organisation lors de fermetures de blocs opératoires pendant les périodes estivales. En somme, il faut donc retenir qu'il faut écouter les idées de tous, puisque 2 cerveaux valent mieux qu'un. On ne vous apprend rien. Comme aucune organisation n'est parfaite, qui plus est dans un contexte de crise, nous notons des points de vigilance. Tout d'abord, l'hypersollicitation de l'encadrement au départ, liée à une gestion du stress inédit, un chamboulement de nos organisations, le manque de procédures et surtout le manque de visibilité sur les bonnes conduites à tenir et sur la masse de travail à venir nous a beaucoup déstabilisés et nous déstabilise encore.
Ensuite, il y a un impact considérable sur les fonctions support, telles que la pharmacie, la stérilisation, l'hygiène, la qualité, les services de ménage, la gestion des lits, le service technique, l'informatique et les ressources humaines, avec la contrainte de confinement et de télétravail que cela implique. Également, la gestion du matériel et l'approvisionnement est complexe, tout comme la lourdeur de la manutention effectuée par les soignants. Enfin, la communication et les décisions prises par les uns et les autres nous a mis en difficulté. Nous avons souvent déconstruit, reconstruit les procédures, car chaque jour, une nouvelle personne apportait une nouvelle idée. Donc pour conclure, et encore une fois, nous n'avons pas une organisation parfaite. Tout est largement perfectible. Mais cette réflexion collégiale a permis de s'organiser au mieux, au plus vite. Merci à tous et merci au personnel soignant. Une fois qu'il arrive ici, il passe un premier sas, un deuxième sas. Il est conduit directement dans la zone contaminée puisque tout est bâché et isolé avec la zone propre. Et donc il arrive dans l'ancienne salle de réveil. La salle de réveil va donc faire office d'accueil préopératoire en fonction de l'état du patient. Et après, une fois que la salle de bloc est disponible, le patient est transféré dans une des salles de bloc, dite salle. Il y a donc 3 salles, j'allume pas, mais il y a donc 3 salles de disponibles pour les patients Covid. De même, on est isolé avec la deuxième partie de bloc et le matériel sale et propre va passer ici. C'est-à-dire que les gens en zone saine vont nous passer le matériel par ici, le déposer ici et sécuriser. Une fois que le patient a fini d'être opéré, il retourne en salle de réveil. Soit c'est un patient qui n'est pas une prise en charge lourde, qui bénéficie d'une prise en charge plutôt standard en post-opératoire, il va en SSPI contaminé standard. Si c'est un patient lourd, il part en réanimation. Si jamais un soignant veut sortir de la zone contaminée, nous avons identifié une zone de déshabillage au niveau des ALR. Donc le personnel se déshabille, sauf le masque. C'est-à-dire qu'il se change complètement, mais pas le masque. Il arrive ici, il jette solution hydroalcoolique, il repasse ici sur le scotch collant pour éliminer les résidus et il reprend la sortie par ici.